Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Sud Radio face-à-face aujourd'hui avec André Berkov qui reçoit Vincent Jeanbrun, maire LR de l'Haye-les-Roses, auteur de ce nouveau livre, Les Deux France, c'est aux éditions Albin Michel. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. D'abord, je suis en général assez heureux de recevoir un certain nombre de maires parce que, encore une fois, il faut le rappeler, aujourd'hui on voit très bien dans la dégradation de la fonction publique et politique, eh bien les maires tiennent la route. Les maires tiennent la route, pourquoi ? Parce que ils sont de la proximité, ils sont de la gestion de leur municipalité, de leur ville, etc. Et les résultats, on les voit. Il n'y a pas cette espèce de grande promesse, et puis on verra, et puis on vous s'assure que, etc. Parce que si on les assure et que ça ne tient pas, eh bien ça se voit assez vite. C'est pas du tout la même chose. Et vous, Vincent Jeanbrun, j'ai lu votre livre, et vraiment que je recommande, et qui est un livre à la fois de clarté et à la fois de courage, et surtout avec ce que vous avez vécu, je le rappelle, on va pas raconter tout, vous le racontez très bien dans votre livre, mais le 1er juillet 2023, c'était en plein dans les manifestations suite à Naël, suite au refus d'obtempérer la mort de Naël. Ce qui s'est passé, effectivement, il fallait protéger votre mairie, et puis simplement, dans la nuit, en pleine nuit, vous avez été averti, votre femme, voilà, on attaquait votre maison, votre domicile, votre femme, vos enfants, à la voiture bélier, et ils ont été blessés, votre femme a été blessée, et vous racontez cela, et c'est quelque chose, c'est une chose soit de regarder de loin, soit de commenter, etc., soit c'est une chose aujourd'hui de vivre dans sa chair, ou en tout cas personnellement, ce qui se passe. Et après ça, vous vous êtes dit, bon, il faut quand même que je parle au-delà de ce qui m'est arrivé, au-delà de ce qui est arrivé à l'Haye-les-Roses, au-delà de ce qui est arrivé en France, évidemment. Pourquoi on est là? Et c'est vrai que on sent votre sidération au départ, parce que la violence, c'est la violence, et on serait tous, en tout cas, vous avez eu une réaction, je ne sais pas mais si tous l'auraient, mais c'est ça. Et alors, je voudrais savoir, au fond, aujourd'hui, avec le recul, nous sommes en fin janvier 2024, ça fait à peu près 6 mois, avec un peu de recul, vous dites quoi? On a vécu quand même la guerre, une certaine guerre? Je dis, c'est pour ça quand vous avez parlé de manifestation après la mort de Naël, on a peut-être eu une manifestation le jour même, le lendemain, mais ensuite ce que nous avons vécu dans les quartiers de France et dans près de 500 communes en France, c'était pas juste de la violence urbaine et encore moins de manifestations. On était sur une guérilla urbaine, ce que j'appelle une insurrection urbaine. Et j'insiste là-dessus parce que c'est aussi un des objets qui fait que j'ai décidé, après avoir beaucoup hésité, de faire le livre. C'est parce que je vois bien qu'il y avait une tendance à effacer ces événements pour mieux les oublier et ne pas en avoir à tirer le bilan. Vous comprenez que pour moi en tant que maire, et a fortiori pour moi en tant que père de famille, il est inentendable que ce soit oublié. Et ce qui ne doit pas être oublié, c'est pas qu'il y a eu quelques voitures brûlées et des poubelles brûlées. C'est que pour la première fois dans notre histoire, de manière très organisée et à l'échelle de tout le pays, on a eu des Français, des enfants élevés dans les écoles de la République, qui se sont levés, ont pris les armes, parce que oui, il y avait des armes, il y avait des haches, il y avait des piolets, il y avait des baramines, il y avait des mortiers, il y avait des cocktails Molotov, pour aller attaquer les symboles de la République, les symboles de l'ordre républicain. Je le raconte dans le livre, les collègues maires, on se retrouve à l'Élysée la semaine après les émeutes, et le nombre de collègues qui me disent, mais vous savez, dans ma ville, il y avait 2 bâtiments identiques, celui qui a été attaqué, celui qui a été pris pour cible, c'est celui qui a été pavoisé, celui qui avait un drapeau tricolore sur sa façade. C'est bien que là, on n'est pas juste je saccage, j'ai une humeur que je démontre par la violence et le saccage. Je saccage les premiers trucs qui m'arrivent devant. On était ciblés, nous avons été ciblés, les symboles de la République et les élus de la République, tout comme d'ailleurs, pour être honnête, nos policiers sont ciblés depuis bien longtemps. Et on voit aujourd'hui que, oui, il y avait quelque chose de l'ordre de la guerre civile, parce que évidemment, on a attrapé ce qu'on appelle les queues de comète, des petits jeunes, très très jeunes, qui sont descendus de la tour à la dernière minute, mais qui n'étaient pas au cœur de l'organisation. Moi, ce que j'ai vu sur ma commune, c'est des organisations quasi militaires. On avait, les policiers avec lesquels j'ai pu échanger me disaient, on est sur les modèles Black Blocs. Quelque chose préparé, vous voulez dire. Totalement structuré, préparé. Ouais. Je le dis parce que peut-être que c'était pas le cas dans toutes les villes, mais chez nous,
Il y avait des éclaireurs sur leur scooter qui allaient repérer si la police venait ou pas. On avait les fantassins qui étaient armés de ce que j'expliquais à l'instant, de haches, de barabines, etc. On avait derrière le gros de la troupe, ou plus exactement la logistique, dans une camionnette dont on avait pris soin de masquer les plaques, dans lequel ils pouvaient aller reprendre de l'essence pour les cocktails Molotov, des mortiers. Et puis derrière, vous aviez tous les artificiers là, qui bombardaient de ça. Ça, pardon, mais c'est pas un mouvement d'humeur, c'est une insurrection. Et j'ai des policiers municipaux que je tiens à saluer à votre micro parce que ce sont des héros à mes yeux, dont certains ont connu des champs de bataille, ont été par exemple au Kosovo participer à des conflits et nous ont dit qu'ils avaient retrouvé tous ces ingrédients-là sur ce qui s'est passé cet été. Alors oui, ce serait insupportable que ça soit oublié et surtout, je vais vous dire, ce serait insupportable qu'on n'en tire pas de leçons, car ça peut recommencer à tout instant. Les ingrédients sont là, on n'est pas plus près qu'il y a 7 mois maintenant. Et évidemment, si je suis à votre micro aujourd'hui, c'est parce que moi, je ne peux pas me lever le matin et dire à mes enfants rien n'a changé après ce qui nous est arrivé. Donc je me bats et je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui. Mais Vincent Jeanbrun, moi je vous remercie d'être là parce que enfin vous êtes honnêtement assez peu nombreux à tenir ce langage en disant oui insurrection, oui quand même. En tout cas, pas de début de guerre civile, mais quand même quelque chose qui y ressemble assez. Vous savez, c'est ce face-à-face dont parlait un autre maire, paix à son âme, Gilbert Colombe, le maire de Lyon, enfin l'ex-maire de Lyon. Mais quelque chose qui moi, me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement... non pas l'oubli est retombé, mais parlons justement, votre livre s'intitule « Les deux France ». Et vous avez commencé par dire « oui, mais c'était les Français nés en France, tout ça ». Mais pourquoi ne se sentent-ils pas français? Puisque vous avez dit que le dénominateur commun, ça a été s'attaquer au symbole de la République où il y avait des drapeaux. Donc, ces personnes-là, ils sont peut-être français, ils ont un papier français, ils ont une carte d'identité française, mais visiblement, ils ne se sentent pas français. Qu'est-ce qui s'est passé? Le livre s'appelle « Les deux France », celle du chaos, celle du sursaut. Et oui, j'affirme, et c'est peut-être la plus grande leçon que j'ai appris à l'occasion des émeutes, qu'il y a aujourd'hui un adversaire à combattre. Vous savez, moi je suis un enfant des quartiers populaires de ma ville, et j'ai grandi à La Île-et-Rose, et j'ai grandi dans les bars HLM de La Île-et-Rose. Mon père était chauffeur-livreur, je le raconte dans le livre, ma mère femme au foyer. On n'a rien à apprendre sur ce que c'est qu'un quartier difficile. Pour autant, moi j'avais de l'espoir et mes parents étaient sûrs qu'on s'en sortirait parce que on était dans le droit chemin finalement. Et on avait l'amour de la République française et de ses règles. Aujourd'hui, celles et ceux qu'on vient d'évoquer qui sont effectivement nés en France, qui ont été à l'école de la République, probablement que si on leur pose la question, se sentent français. Mais visiblement, cette France à laquelle ils pensent appartenir... Excusez-moi de vous interrompre. Il y a eu des reportages où on leur demandait dans une salle de classe d'être français. Non. Oui, mais ils avaient la carte d'identité. Là où je veux en venir, c'est que probablement, c'est le modèle d'organisation sociale de notre République aujourd'hui qui leur pose problème. C'est-à-dire que l'égalité des droits entre hommes et femmes aujourd'hui est considérablement remis en question dans ces endroits-là. Le respect des règles et de l'ordre républicain est considérablement remis en question, etc. Pour dire les choses, la France du chaos et la France du sursaut, elles se résument comme ça. La France du chaos, c'est celles et ceux qui veulent mettre à bas l'ordre républicain. Ceux qui veulent créer d'autres règles du jeu. Ça passe évidemment par ceux qui attaquent la République de manière physique, ce que j'appelle les caïds, les mafias, les gangs, qui eux vont jusqu'à brûler, agresser, confronter, détruire tout ce qui est le symbole d'autorité républicaine. Et puis on a une deuxième force en présence qui est très active et plus difficile à combattre, ce sont les séparatistes. Ce sont celles et ceux qui ont une idéologie différente de l'idéologie républicaine, avec, on vient de le dire, la question de la position de la femme dans la société, la position de l'organisation sociale dans la société, et des valeurs qui sont véhiculées aujourd'hui, qui ne sont plus celles de la République française. Ça, c'est la France du chaos. Moi, je suis pour autant, et je veux rester très optimiste parce que je crois aussi qu'il y a déjà une force du sursaut qui est à l'œuvre. Tous ces policiers qui continuent à se battre pied à pied alors qu'ils ont un métier horrible, les médecins qui continuent à les soigner dans les quartiers, les profs qui restent dans les quartiers alors que tout pourrait les pousser à demander une mutation. Et il y a plein d'autres exemples de cette façon-là. Peut-être les élus locaux aussi qui continuent à se battre et à y croire. Il y a cette France du sursaut. Et au milieu, on a les Français
que j'appelle de mes voeux à se mobiliser. Parce qu'en fait, ne pas se mobiliser aujourd'hui, c'est cautionner d'une certaine manière la France du chaos. Cette France du chaos, elle est minoritaire aujourd'hui en France. Emmanuel Macron parlait de 10 000 émeutiers. On a peut-être une centaine de milliers d'individus qui aujourd'hui combattent l'ordre républicain avec beaucoup d'énergie. Nous, on est 67 millions et on peut se battre, on peut gagner. On va en parler, on va continuer d'en parler avec vous, Vincent Jeanbrun. Il y a beaucoup de questions et effectivement, là, c'est au cœur de ce qui se passe dans ce malaise français après cette petite pause. Et avec vous, 0826 300 300 pour réagir, pour poser vos questions sur Sud Radio et au maire Vincent Jeanbrun qui est avec nous aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à toutes vos équipes pour la radio du rugby parce que grâce à vous, on peut suivre les matchs et c'est juste génial. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses, avec un livre de sincérité, de lucidité, les deux France. Alors, vous avez parlé, on vient de l'évoquer, la France du chaos et la France du sursaut. Mais, et vous dites justement, entre les deux, alors justement, vous citiez Emmanuel Macron qui dit, oui, ils sont quelques milliers de ces métiers, on dirait 100 000. Mais, Vincent Jeanbrun, vous savez très bien, les leçons de l'histoire, on les retient. Ils étaient combien à être nazis dans l'Amérique, dans l'Allemagne avant Hitler? Ils étaient 5 à 10 000, les nazis. Rien, ça comptait pas. Combien de bolcheviks dans la Russie d'avant l'URSS? Minorité de chez minorité. Combien de fascistes d'avant Mussolini, etc., etc. C'est-à-dire, alors je ne dis pas que ça va être ça, hein, je ne fais pas de comparaison n'est pas raison. Je dis simplement que, malheureusement, il faut quand même dire, une minorité agissante et organisée peut quand même faire de sacrés dégâts. Vous avez parfaitement raison. La menace est bien réelle. Et c'est très important que les auditeurs, mais je pense que les Français, se rendent compte qu'il y a une vraie menace. Quand j'étais gamin, on m'a appris à aimer la République française. La France et la République française. Mes grands-parents, qui étaient d'origine italienne, ils sont arrivés en France, ils ont dit à ma mère qui s'appelait Marinella, tu vas t'appeler Marielle, et on va parler français à la maison. Ils aimaient la France, vraiment. Et à tort, j'ai grandi avec l'idée que la République était tellement puissante, tellement forte, tellement invincible que jamais elle ne pourrait perdre. Et ce que nous apprend ces émeutes, même si on le sentait depuis un petit moment, c'est que la République, c'est absolument pas une évidence. C'est un bien précieux qu'il faut défendre. Et il y a trop de personnes en France qui aujourd'hui pensent que il suffit d'invoquer la liberté, l'égalité, la fraternité pour que toutes les portes s'ouvrent et que les violences s'arrêtent. Ce n'est pas vrai. Il y a une menace, elle est concrète, c'est la France du chaos dont on parlait tout à l'heure. Et parce qu'on désigne l'adversaire, alors on peut s'organiser pour le combattre et gagner, parce que moi je reste très positif et je suis convaincu qu'on peut gagner. Je suis convaincu qu'on peut gagner parce que si on a le courage de dire que la République elle est fragile, alors on a le courage de la défendre. Et j'emploie un mot qui, pardon, peut choquer, mais je crois qu'il faut faire du prosélytisme républicain. Il faut que la République, on aille la replanter dans les esprits, dans les cœurs, en rappelant les règles du jeu. Et effectivement, quand on a des règles claires, on est capable d'accueillir ceux qui ne connaissent pas la France et on est capable de dire à ceux qui sont sur le sol de notre pays, c'est ça les règles du jeu. C'est comme ça qu'on vit sur le sol français et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Et si tu n'es pas content, si ça te pose un problème, à ce moment-là, attention, tu sors du pacte social. Alors Vincent et ça Jeanbrun, fait une vraie différence. Oui, alors Vincent Jeanbrun, alors je vais vous répondre. Obligation de quitter le territoire français. 6% d'application, hein. C'est-à-dire, bon. Deuxièmement et surtout, vous dites, et à juste titre, nommer l'adversaire. Mais franchement, est-ce qu'on le nomme? Et ce que je veux dire qu'on le nomme, il ne s'agit pas de stigmatiser, de mettre des étiquettes. Mais qui sait? C'est-à-dire que si vous avancez sur tel ou tel terrain, et vous le savez, comme moi, comme beaucoup d'autres, tout de suite, vous êtes qualifié du sceau de l'infamie, raciste, extrême droite, ceci, cela. Or, ça n'a rien à voir. Moi, je suis maire. Je suis les deux pieds sur le terrain au quotidien avec mes équipes. Et je ne fais aucun procès d'intention à personne. Je dis ce que je vois, je dis ce que je constate, et permettez-moi de le dire avec maintenant ce que j'ai vécu. On a aujourd'hui dans des quartiers entiers, où les lois de la République ne s'appliquent plus. Où celui qui fait la loi, c'est celui qui a le monopole de la force.
car il faut le dire dans notre pays, la République a renoncé en partie à son monopole de la force. Et donc, quand vous avez le caïd qui fait la loi, c'est la République qui recule, la violence qui avance, et la violence qui avance, c'est toujours le plus faible qui en paye le prix. On a dans notre pays 5 à 6 millions de Français qui habitent dans ce type de quartier et qui sont littéralement pris en otage. On accepte aujourd'hui que des millions de Français soient pris en otage par des caïds qui font régner la loi au pied de la tour. Et ça, aujourd'hui, c'est un de mes combats, d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un enfant de ces quartiers-là. Et aujourd'hui, ce qui était possible à mon époque de s'en sortir, alors, déjà à l'époque, franchement, l'ascenseur social, il était un peu cassé. Mais on avait l'escalier, quelqu'un qui en voulait, on pouvait monter. Aujourd'hui, vous voulez prendre l'escalier, vous devez traverser un hall enfumé, rempli de dealers et de caïds. C'est ça la réalité de ces terrains. Et donc, il y a cette nécessité d'avoir un choc d'autorité. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le ministre de l'Intérieur et avec la première ministre à l'époque qui m'avait invité à témoigner après les émeutes. Et je leur dis, c'est le préalable à tout le reste. On doit ramener les lois de la République dans ces quartiers. Parce que sinon, comment voulez-vous que les honnêtes gens qui sont encore dans ces quartiers puissent aimer ou faire confiance à la République ? Vous savez, il y a un monsieur dans le pire quartier de ma ville aujourd'hui, d'où sont sortis les émeutiers. Je vous le raconte rapidement et brièvement, mais globalement, il nous dit, voilà, première nuit, ma fille se fait embêter quand elle rentre du travail un peu tard. Il appelle la police, désolé, on n'a pas d'équipage, on fait le maximum, etc. Deuxième soir, c'est plus juste des mots, elle se fait pas juste siffler, ils la suivent jusqu'à son hall d'immeuble. Rebelote, oui, mais vous comprenez bien, on peut pas surveiller toutes les cités, tous les abribus. Troisième soir, il la touche. Heureusement, rien de grave. Mais il la touche. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ? C'est un père de famille. Eh ben, il descend de sa tour. Il va dans la tour numéro 4. Parce que tout le monde sait exactement où sont les caïds et les dealers. Il monte au bon étage et il dit « Je vous en supplie, faites en sorte que ma fille puisse rentrer en sécurité le soir. » Il le demande à qui ? À celui qui a encore le pouvoir, le monopole de la force, le parrain de la mafia. Vous voyez, vous vous souvenez de ce film Le Parrain, où au tout début, il y a le mariage de sa fille, il y a quelqu'un qui vient le voir en disant « S'il vous plaît, vengez ma fille qui s'est fait agresser. » Et ben c'est ça auquel on assiste. Et donc, on veut replanter la République dans le cœur des gens. Il faut qu'elle redevienne efficace, et pour ça, il y a un choc d'autorité. Je fais des propositions dans le livre, j'en fais encore aujourd'hui, parce que je travaille sur un plan anti-relégation. On va en parler. Et je pense que c'est fondamental. On reprend juste après cette petite pause, et puis avec les auditeurs, Esteban. Ah oui, au 0826 300 300, vous témoignez, vous nous appelez, vous posez vos questions, vous réagissez sur les réseaux sociaux de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h31 sur Sud Radio, on est toujours avec Vincent Jeanbrun qui vient nous voir pour ce nouveau livre Les Deux France, c'est aux éditions Albin Michel. Les Deux France, et justement on parlait de cela et comment sortir de ce qui est pas simple, hein, facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, on le sait. Mais justement, vous parliez de Vincent Jeanbrun, vous dites quand vous êtes allé voir que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République, le choc d'autorité, ou avec Gérald Darmanin ou autre, le choc d'autorité. Mais il est où le choc d'autorité ? Vous parlez vous-même, d'ailleurs, vous le dites un peu il y a un chapitre de votre livre, vous dites que vous êtes reçu par le Président de la République avec tous les maires, enfin avec un certain nombre de maires, et vous dites, parce que moi j'ai été très frappé par la scène, sincèrement, et sans aucun parti pris politique, vous dites au moment là, je suis parti. Parce que j'avais rien à faire là. Ou en tout cas, rien ne venait, rien ne se passait. Ma femme sortait de l'hôpital ce jour-là, cet après-midi-là, donc je suis parti. Bien sûr, mais ce qui est certain, c'est que tous les maires hagards qui pendant plusieurs jours n'avaient pas dormi, tous ayant des histoires terribles à raconter. Les médias sont beaucoup focalisés sur l'attaque de ma maison, mais ça occulte d'une certaine manière tous les drames qui sont passés un peu partout pour beaucoup de collègues maires et beaucoup de villes. Et en fait, on est là à dire notre sidération et on attendait effectivement une réponse. Et à ce moment particulier, c'est pour ça que je dis ça ressemblait à une thérapie de groupe, c'est vrai qu'il y avait un côté simplement déjà de témoignage, on libérait la parole sur ce qu'on avait vécu. C'était utile, mais tellement frustrant de pas tout de suite embrayer sur des solutions. C'est vrai que le ministre de la Justice était venu nous voir en disant « Vous inquiétez pas, je vais distribuer des flyers pour rappeler les droits et devoirs aux parents dans les tribunaux ».
Bon, ça laisse un peu sans voix au regard de ce qu'on avait vécu quand nous on demandait juste des munitions. Vous êtes tous regardés. Et le droit d'intervenir. Ah bah si, vous allez vous battre un coup de flyer, quoi. Là. Un peu compliqué. Donc évidemment, mais les mots ont été là. C'est-à-dire que l'écoute, on l'a eu. On a eu de l'écoute. La première ministre a réuni des maires à la Sorbonne, Elisabeth Borne. Il y avait donc le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et ils ont dit on reprend vos propositions. Des propositions bêtes. Un policier municipal en France, on l'autorise, on lui fait suffisamment confiance pour être armé dans la rue. Mais on lui fait pas confiance pour ouvrir un coffre de voiture. On lui fait pas confiance pour avoir accès aux fichiers des personnes recherchées, et on lui fait pas confiance pour faire un contrôle d'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous avez un type qui vient de kidnapper une petite fille qui est ligotée dans son coffre, on l'arrête pour excès de vitesse, on lui met une petite amende, et hop, il repart aussi sec. On n'a pas le droit d'ouvrir son coffre. Aujourd'hui, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Les policiers municipaux n'en ont pas le droit. Et comme sur le terrain, globalement, parce que vu qu'on manque d'effectifs dans tous les autres corps, si on leur fait pas, enfin, vous vous rendez compte l'absurdité de ce pays? On leur fait confiance pour porter une arme. Ils se baladent devant les écoles élémentaires, les collèges avec une arme à feu. C'est quand même qu'on leur fait confiance. Mais par contre, on ne leur fait pas confiance sur le reste. C'est inimaginable. Et je pense que là-dessus, ça coûtait rien de changer ça. Ça coûte pas un centime. La première ministre nous dit, banco, on vous a entendu, on va le faire. Le ministre de l'Intérieur nous dit, je le demande depuis longtemps, banco, on va le faire. Aujourd'hui. Et là, le ministre de la Justice monte sur scène et dit, alors oui, certes, mais un, on n'est pas prêt, et deux, c'est très compliqué parce que vous comprenez la Constitution, etc., etc. Et là, dans la salle, il y avait eu une espèce de je me souviens, d'ascenseur émotionnel de on est enfin entendu et ah oui, il va rien se passer. Voilà. Donc la vérité, c'est que on est 7 mois après et pour l'instant, rien n'a changé. Rien n'a changé. On a eu des mots qui vont dans le bon sens. Mais pour le moment, sur le terrain, je vais vous dire simplement, si les émeutes recommencent demain, on n'est pas plus près qu'hier. Et peut-être même que ce sera pire, parce que eux, les émeutiers, ils se sont bien entraînés. Ils se sont très très bien entraînés, et en plus, ils auront beaucoup moins peur, parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas eu de sanctions. Il n'y a pas eu de répercussions. Dans ma commune, 5 nuits d'émeutes, plus de 200 émeutiers mobilisés au pic, pas une interpellation. Pas une. Pas une seule. Et pour une seule et bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas de policiers physiquement disponibles pour le faire. Pour interpeller quelqu'un, il faut l'attraper. Pour l'attraper, il faut que physiquement il y ait un contact. Eh bien, et encore une fois, attention, quand je dis ça, je veux saluer le courage de tous les policiers. Ils étaient sur le terrain, mais ils étaient à un effectif pour défendre 5 villes, les 3 premières nuits, 5 villes, un effectif. Qu'est-ce qu'ils ont défendu? Le commissariat de police nationale qui était lui-même attaqué. Et on peut pas leur en vouloir, ils étaient dans leur rôle. Mais ça veut dire que les habitants... Moi, je vais vous dire, j'ai mon chef de la police municipale qui, le surlendemain, il venait de passer 2 nuits sur place à dormir sur un lit de camp. Et il me dit, vous savez, le plus dur pour moi, c'est ce moment où on a appelé le 17 et que plus personne ne répondait. On s'est senti terriblement seul. Mais voilà, moi je veux pas rester là-dessus, je veux qu'on trouve des solutions. Je voudrais justement, parmi les solutions, on en a beaucoup parlé, sur le logement social. J'ai vu ce que... dites-nous ce que vous voulez faire, par exemple, Vous savez, une fois qu'on a le choc d'autorité qui est le préalable à tout, parce qu'encore une fois, sinon on n'a pas la confiance des gens, et bien effectivement, la deuxième étape... Je rappelle à nos auditeurs que Vincent Jeanbrun nous le dit, et il n'est pas le seul, que 7 mois après, pour le moment, rien ne s'est passé, soyons clairs. On attend le passage à l'acte, effectivement, sur le choc d'autorité. Et là aussi, je fais un certain nombre de propositions pour aller plus loin. Mais sur la question du logement, elle est fondamentale parce que c'est ce qui solutionnera sur le long terme la problématique. Moi, je suis un enfant de ces quartiers populaires, je les connais bien, et personne ne me fera le procès d'être un vilain élu de droite qui connaît pas les familles en difficulté. Vous avez Croyez bien, j'ai grandi dans ces tours, et en tant que maire, j'y suis régulièrement. Mais à un moment donné, le logement social, ça doit être temporaire. C'est-à-dire à un moment dans la vie. C'est la main tendue de l'État pour faire en sorte qu'on se loge dignement, pour pouvoir réussir sa vie par le travail et ensuite pouvoir s'émanciper et accéder à d'autres typologies de logement. Ce qui d'ailleurs, entre nous, permet à terme de créer aussi un capital quand on peut devenir propriétaire de son logement. Pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, première mesure, fin du logement social à vie et accepter l'idée que, comme dans le privé, il y a une logique de bail 3, 6, 9 et que le bailleur, ça paraît fou que ce soit pas le cas, il puisse tous les 3 ans faire un point d'étape avec la famille. Quel est votre niveau de revenu? Est-ce qu'il a évolué? Et puis en matière de sécurité, aujourd'hui, on a des gamins qui pourrissent, enfin des jeunes adultes qui pourrissent la vie d'un quartier entier. Ils dealent, ils menacent, ils trafiquent, ils frappent, ils agressent.
Et aujourd'hui, on ne sait pas comment mettre ces familles en dehors du logement social, parce qu'à partir du moment où c'est pas fait dans l'appartement, le juge juge selon les textes, qui disent quoi? Qui disent, pour expulser quelqu'un, il faut qu'il y ait trouble de jouissance dans l'appartement et dans la résidence. C'est ça la justice. Et dans la résidence, c'est dans la résidence, puisqu'ils sont dans le hall et compagnie. Mais si vous êtes dans la rue, ça marche pas. Et même dans le hall, vous voyez. Enfin bref, donc là, le bailleur, au bout de 3 ans, pardon madame, pardon monsieur, mais il y a une liste d'attente d'honnêtes gens qui méritent ce logement social plus que vous-même. Donc voilà. Et le but, c'est pas d'expulser les gens. C'est que parce que cette mesure d'expulsion existe, que tout le monde rentre dans le rang, ou en tout cas tous ceux qui sont prêts à le faire. Pour moi, ça c'est important. Deuxième chose, c'est la question effectivement du parcours résidentiel. Il ne s'agit pas de dire aux gens, bah, écoutez, ça fait 6 ans que vous êtes là, mais maintenant, allez, dépêchez-vous de filer dans le privé. C'est pas possible dans une région comme la région Île-de-France, par exemple. Le loyer privé est très compliqué. Donc on met en place un parcours résidentiel pour qu'il y ait des logements intermédiaires, de l'accession sociale à la propriété, où on aide la famille à devenir propriétaire, etc. Et le meilleur moyen d'arriver à ça, troisième proposition, le parcours de la résidence elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, on arrête de dire, dans ce quartier-là, il sera en logement social pour l'éternité. Voilà. On part du principe que le bâtiment, quand il peut devenir propriété privée. Exactement. C'est ça. S'il est en mauvais état, on le démolit, on le construit. S'il est rénové, on le rénove. Et on le rénove en disant, dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, en fonction de l'amortissement, on le vendra en priorité aux locataires et à celles et ceux qui seraient intéressés demain. Et je crois que ça peut faire toute la différence et justement mettre sur le marché des logements accessibles pour les familles. Vous voyez, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Et d'ailleurs, entre nous, moi je vois bien les promoteurs qui viennent dans les villes dire on aimerait bien construire, etc. Je regarde les coûts au mètre carré. C'est pas étonnant que personne n'ait envie de vivre dans les logements sociaux. C'est pas insonorisé, les pièces sont pas aux bonnes tailles, les balcons sont mal pensés la plupart du temps. Alors après on négocie évidemment, je suis très exigeant avec les partenaires, mais si demain on dit ce bâtiment il a vocation à être vendu dans le privé, eh ben on construit pas pareil, vous verrez. En matière de fonctionnalité et d'esthétique, je peux vous le garantir. En tout cas, c'est vraiment à suivre. Et on se dit toujours, quand on entend ça, qui me paraît vraiment frapper au coin du bon sens, on dit pourquoi on n'a pas pensé avant, et pourquoi surtout, combien de temps on va mettre pour acter et actualiser et incarner il faut du courage politique pour ça, je crois. Et oui, la chose du monde peut être la moins partagée, je ne sais pas. On a du monde au standard, puisqu'on a Marc qui nous appelle depuis Béziers. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour André, bonjour monsieur, votre invité. Oui, monsieur Jean, bonjour. Allez-y. Bonjour, alors, on ne peut qu'adhérer à toutes les propositions de ce monsieur. Simplement, j'ai envie de vous dire que ça, c'est le résultat de 40 ans de laxisme, où on a voulu faire la politique de l'autruche et où on en est arrivé à la situation où on est à ce jour. Alors, je donne le bénéfice de la sincérité à ce monsieur, vu ce qu'il a subi et vu sa jeunesse, mais je rappellerai que c'est parce que le parti qu'il a choisi a... comment dirais-je, les Républicains, pour ne pas le nommer. Le terrorisme psychologique et intellectuel de la gauche, qui ne veut pas de ces solutions-là, et qui nous a mis dans cette situation. Et vous savez, le problème qui se pose maintenant, c'est que les gens vont préférer l'original à la copie. Donc tout ce que vous dites, ce sont des idées à la marge des partis que l'on dit maintenant extrémistes, comme le RN ou comme Éric Zemmour, qui a une politique, lui, libérale, économique. Donc j'ai envie de poser à ce monsieur la question, pourquoi vous avez opté pour les Républicains au vu du constat que je viens de vous faire? Moi j'ai... Merci pour cette question. Moi, je veux dire ce que j'ai sur le cœur. Moi, je me suis engagé assez jeune. J'ai toujours fait partie de celles et ceux qui avaient envie de s'engager et pas rester spectateur. Et je crois que déjà, j'ai envie de le dire en répondant à votre question, c'est si vous n'êtes pas content du système politique, engagez-vous. Ne laissez pas la politique aux politiques. La politique, elle est aux citoyens. Donc, engagez-vous. C'est vrai pour tous les sujets. Ça me paraît fondamental. C'est la clé pour que notre pays s'en sorte. Et surtout ensuite, dire que si vous ne vous occupez pas de politique, la politique, elle s'occupera de vous. Exactement. Voilà. Donc il faut être clair là-dessus. Ensuite, sur les étiquettes, moi j'adhère à l'époque à l'UMP, au moment où Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur, avec justement un slogan qui était « Je refuse la fatalité ». Et moi, c'est ça qui me convainc. Je suis enfant d'une barre HLM, c'est compliqué, j'ai l'impression que le monde autour de moi est
totalement injuste et dysfonctionnelle, et je me dis, moi je veux que ça bouge. Et donc c'est ce souffle-là qui m'a attiré. Dans les valeurs de la droite que nous avons défendues à l'UMP et aujourd'hui aux Républicains, il y a notamment un sujet qui m'a toujours tenu à cœur, c'est celui de la méritocratie. J'en raconte quelques passages dans le livre, les ravages de l'assistanat. Le fait que l'assistanat dans notre pays a généré des situations ubuesques où vous avez des personnes qui perdent de l'argent en allant travailler et aujourd'hui font le choix rationnel de rester chez elles plutôt que d'aller bosser parce que sinon on y perd. C'est absurde, notre système marche sur la tête. Pour reprendre le slogan des agriculteurs auxquels on pense bien et qu'on salue, pour être très clair. Et donc je crois aux valeurs qui sont portées par cette famille politique. C'est pour moi très important. Après, je vais vous dire, après ce qui m'est arrivé cet été, le sujet, c'est pas telle ou telle étiquette. C'est notre pays et comment on apporte des solutions. Vous savez, pendant 5 mois, ma petite fille de 5 ans, tous les matins, me disait « Papa, est-ce que les voleurs ont été arrêtés cette nuit ?» Parce que pour elle, les voleurs, c'est les méchants, et papa, c'est le chef de la police municipale, donc c'est le chef de la police. Et pendant 5 mois, je ne savais pas quoi lui répondre. Je sais d'ailleurs toujours pas quoi lui répondre, c'est juste qu'elle s'est lassée de me poser la question. Et ça, vous voyez, c'est un moteur pour moi. On ne peut pas accepter dans ce pays que ça puisse recommencer, que d'autres familles puissent être agressées de la sorte. Et évidemment, c'est pas qu'une question d'élus locaux, hein, c'est les citoyens. Moi, je suis toujours frappé. Il y a plein de personnalités qui sont venues me voir en me disant « Alors là, on est en train de faire des propositions de loi pour mieux protéger les élus. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis « Mais me protégez pas en tant qu'élu. Protégez-moi en tant que citoyen. » Si on protège tous les citoyens, on protégera les élus avec. Oui, alors, Vincent Jeanbrel, je reprends juste ce que disait Marc, pas spécialement sur les LR, encore que ça joue. C'est que ce que vous dites, vous, ici, très sincèrement, c'est pas du tout véhiculé de la même manière. Je veux pas nommer tel ou tel, on va pas faire de querelle de personne, c'est pas le problème, hein. Je vais parler de Rachida Dati. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'entend pas du tout, chez les maires comme vous, et chez certains députés ou ministres, le même langage. Ce langage que vous dites, vous êtes un élu aussi, pourrait dire oui, mais attention, moi je vais faire attention à mon électorat, je dois être élu, donc je vais faire attention, je vais pas dire ça. Vous faites pas ça. Vous dites voilà, il se passe ceci, cela. Vous venez de donner un langage en tout cas très clair. Pourquoi ne retrouve-t-on pas ce langage? Et ça, je crois que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Au niveau, je ne sais pas, je dirais Élysée Matignon, mais même au niveau du Palais Bourbon ou au niveau du Sénat. C'est-à-dire qu'on entend toujours ça enveloppé. On met, on met du Haribo, on met du bonbon. C'est ça aussi le problème. On n'a pas du tout le même langage que vous avez vous, et vous voyez, je ne parle pas de tel ou tel parti, et le langage que devrait avoir n'importe quel responsable politique, en tout cas, qui n'est pas marchand d'excuses et qui n'est pas trafiquant d'excuses avec ce qui se passe en France. En vous entendant, il y a une citation qui me vient à l'esprit. Vous savez, l'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État à la prochaine génération. Alors on attribue à Churchill, on dit ça à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je sais pas non plus, mais je sais qu'elle pèse, elle est lourde de signification et de sens. Et c'est ça que j'ai envie de dire à Marc. Moi, avec ce qui m'est arrivé cet été, j'ai pas changé mes valeurs, et donc je suis toujours dans ma famille politique et je continuerai à la défendre avec cœur. Mais j'ai envie qu'on réussisse ensemble. Et en fait, la réussite collective, elle passe par la mobilisation de chacun. Et tant mieux si dans d'autres formations politiques, il y a des gens qui ont des bonnes idées, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'y mette tous pour sortir la France du chaos qui nous menace. C'est fondamental. Et moi, je le disais sur une autre antenne, mais j'ai une conviction, c'est qu'il n'y a pas de petits gestes quand on est 67 millions à les faire. Et en fait, cette bataille, pour la gagner, il faut qu'on soit des millions à faire notre part. Vous savez, c'est cette légende du colibri, ce petit colibri qui est dans la jungle face à ce mur de flammes parce qu'il y a un incendie. Tous les animaux sont tétanisés, ils n'osent pas bouger. Et vous avez le petit colibri qui, avec 2 gouttes d'eau dans son bec, va droit vers le feu et jette les gouttes d'eau sur le feu. Les autres se moquent de lui, ils lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sers à rien ?» Et il la regarde et il fait « Ouais, mais au moins, moi je fais ma part. » Et c'est ça qui donne du courage aux autres pour aller collectivement éteindre l'incendie. Moi, à ma toute simple place, je veux faire ma part et j'invite tout le monde à la faire parce que on peut plus juste dire ça marche pas, le système dysfonctionne. Moi, le nombre de personnes qui me disent l'école ça marche plus, j'ai dit écoutez, on a besoin de profs, n'hésitez pas. Vraiment. On a besoin de parents d'élèves. Allez-y. On a une caisse des écoles. Dans toutes les villes, il y a une caisse des écoles. C'est le truc où la mairie gère les écoles. Eh ben, venez. C'est ouvert à tout le monde. Alors, on va en reparler. Non, mais votre invitation, elle a été sûrement entendue, mais
On va en reparler de cela juste après cette petite pause. Oui, on rappelle que les agressions des élus concernent tous les partis politiques. On en a vu cet été. On marque une dernière pause dans Sud Radio, dans Berkov dans tous ses états, et on revient tout de suite. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vincent Jeanbrun, Les Deux France. Le constat, il est posé, il est très bien posé dans ce livre, dans ce qui se passe, et puis aussi un certain nombre de solutions. On en a parlé avec le logement social, et puis la police municipale. Oui, c'est intéressant d'être un policier municipal. Oui, il peut être armé, mais il peut pas ouvrir le coffre. Ah non, ça se fait pas, non. Et puis ça demande du temps, évidemment, ça demande du temps. Faudra, 2 ans de commission, peut-être faudra ouvrir une commission pour ouvrir le coffre. Mais Vincent Jeanbrun, vous adressez à tout le monde, et vous l'avez fait, et effectivement, vous dites que chacun prenne sa part, et vous avez tout à fait raison là-dessus. Le problème, c'est que il faudrait que les gens qui ont le temps, les loisirs, etc., de prendre leur part, le fassent. Vous le faites. Et un certain nombre de gens qui le font, et très bien. Vous parlez des policiers, vous parlez, tous les infirmiers, enfin, tous ces millions de Français qui font leur boulot, et qui sont pas là pour en parler, et qui le font. Et sans eux, on serait rien. Je parle même pas des agriculteurs. Donc, comment faire pour amener les gens, pour amener les personnes à dire oui quand même, parce que à se mobiliser, même au niveau de la rue, du quartier, de leur immeuble, etc. C'est une sacrée... Comment y faire? C'est un travail d'Hercule, mais je suis d'accord que c'est aussi une des clés et une des solutions, mais comment faire, à votre avis? 2 éléments de réponse. La première, c'est justement parce que la situation est extrêmement grave et que c'est extrêmement difficile que s'engager fait plus sens que jamais. C'est quand c'est dur que ça fait du sens. Donc, ceux qui se rendent compte de l'état de dégradation de notre pays, ceux qui comprennent à quel point la situation est grave, à quel point on est en danger collectivement, je pense qu'ils ont de quoi aller trouver un moteur intérieur pour laisser Netflix quelques heures et s'engager. Et après, pour prendre un exemple très concret, parce que cette question de l'engagement citoyen, elle me préoccupait dès ma prise de fonction en 2014 à la mairie de l'Haye-les-Roses, on a mis en place à l'Haye-les-Roses, ce qu'on appelle un dispositif qui s'appelle Nous, laïciens, le nom des habitants de ma commune, citoyens engagés, solidaires et vigilants. Et on a en fait créé un dispositif qui fait que vous venez, un peu comme le colibri, apporter juste votre part. On liste tous les besoins en matière d'investissement associatif, en matière d'aide aux devoirs pour les enfants au pied des bars, en matière d'aide sur les chantiers citoyens pour rendre propre un parc, etc. Y compris en matière de vigilance dans le quartier pour essayer de faire en sorte que ça s'améliore. C'est la mairie qui gère tout. Et vous venez apporter, si c'est que 2 heures par an ou une demi-journée par an, eh ben c'est bien, vous êtes dans le dispositif. Et avec ça, vous voyez, pour vous donner une petite note d'espoir. Les gens sont venus, ils continuent à venir. On a eu un projet un jour où on a un très très long mur qui passe sous l'autoroute A6, 86 mètres de long, 2 mètres de haut, qui était toujours couvert de tags. Je l'ai connu toute mon enfance couvert de tags, des insultes, des trucs anti-police, etc. Et avec les habitants du quartier, c'est bénévole de la journée, parce que c'était juste cette première reprise en main. On s'est dit on va le repeindre. Et les habitants me disent on va le peindre en blanc. Alors moi j'étais un peu étonné, j'ai dit en blanc, vous êtes sûr? Parce que c'est une belle toile de maître là qu'on prépare pour nos jeunes taggeurs. Et le fait que ce soit les habitants du quartier, que ce soit des mamans, des enfants, des professeurs de l'école d'à côté, etc. qui le fassent, tenez-vous bien, 3 ans sans un seul coup de peinture sur ce mur. Parce que ça avait été porté par les citoyens. Rien, pas une goutte de peinture pendant 3 ans. Il a fallu attendre 3 ans pour avoir le premier tag. Et ça me donne un peu d'espoir parce que c'est pas de la naïveté. Je suis pas en train de vous dire il suffit de faire un chantier citoyen pour que tout s'améliore. Mais on voit que quand on fait confiance aux gens, ils viennent, ils répondent. Et puis une fois qu'ils ont pris goût à l'engagement, une demi-journée ou 2, eh bien derrière le virus est pris et on se dit en fait je peux avoir un impact. Moi je crois que ce qui freine le plus nos concitoyens, c'est pas le manque d'envie, c'est la crainte de juste perdre du temps parce qu'ils n'auraient pas d'impact. Et moi je le dis, vous pouvez avoir un impact énorme. Soyez ce colibri, venez éteindre l'incendie même si c'est avec 2 petites gouttes d'eau. Écoutez, les colibris du monde entier, en tout cas les colibris qui nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, le plus important, et vous l'avez dit aussi, Vincent Jeanbrun, c'est quand même je dirais qu'un certain nombre de gens sont là pour protéger les citoyens, qu'ils les protègent.
qu'il les protège. C'est-à-dire que, comme on dit à chaque fois, c'est très bien les paroles, mais faites quelque chose et vous pouvez faire quelque chose. Aux actes. Voilà, aux actes. Il y a des idées simples qui ne demandent pas d'argent, parce que l'excuse de ça coûtera trop cher de changer les quartiers, bien sûr que s'il y a des moyens c'est plus facile, mais il y a plein de mesures de bon sens qui ne coûtent pas d'argent. Et moi j'ai juste une conviction, et je le dis pour ceux qui n'habitent pas dans ces quartiers, si on est capable d'apporter des solutions là où c'est le pire dans ces quartiers populaires, ramener l'école, ramener l'ordre républicain, ramener la santé, ramener... Si on peut le faire, oui. Si on sait le faire là, on saura le faire partout ailleurs. Mais qui peut le pire, peut le plus. Mais vous savez, vous avez un tâche formidable. Je viens d'apprendre, je ne savais pas effectivement que les habitants de l'Haye-les-Roses s'appelaient les laïciens. Les laïciens, vous défendez la laïcité. Non, entre autres, oui. C'est pas mal. On a une très belle association qui s'appelle Laïcité avec le jeu de mots, avec le nom etc. Et on fait des très belles choses. Ouais. Merci Vincent Jeanbrun. Merci à vous. Merci Vincent Jeanbrun d'avoir été avec nous. Vous êtes maire de l'Haye-les-Roses et surtout auteur de ce livre Les Deux France qu'on vous recommande aux éditions Albin Michel. André Berkoff, on vous retrouve demain, vous, entre 13h et 14h avec Céline Alonso. Vous recevrez Yannick Aleno pour l'émission Culture. Vous parlerez notamment d'homicide routier, je crois. Tout à fait, pour son fils qui est mort tragiquement, vous savez, dans un accident qu'il aurait dû être évité. Et voilà, il a fait un travail formidable. Ce grand Gaston, ce grand chef, a fait un travail formidable sur la fondation avec la fondation et ça sera pour son fils. Demain entre 13h et 14h, de midi à 13h, vous retrouverez Alexis Poulain qui sera aux commandes et tout de suite c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Historique, culturelle, gastronomique, dynamique, innovante, étudiante, économique, cosmopolite, créative. Dès le 29 janvier, Sud Radio Parlons Vrai arrive à Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai.